Aujourd'hui, on a un épisode que les gens attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on éclaircit les choses à propos du MAPAC. Reste à l'écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Donc aujourd'hui, on reçoit un invité. Ça fait longtemps qu'on nous demande d'avoir ce sujet-là. On va parler du MAPAC. Et j'ai une invitée que c'est Cassandre Filion de Cassandre et compagnie qui m'a été référée. Donc, c'est Didier Girard qui était un professeur de Cassandre. Et je vais le laisser se présenter, te parler de son background et de ce qu'il offre aussi parce qu'il fait de la formation. Donc, bonjour Didier. Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous? Oui, très bien. Bon, moi, pour résumer, c'est très simple. Hein. J'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie en 1968. Vous voyez, vous n'étiez pas né, votre mère peut-être pas non plus. Ah oui, maman, oui. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et puis, depuis 23 ans, j'enseigne aussi. Donc, j'ai eu Cassandre comme élève à l'ITHQ où j'ai enseigné plusieurs années. J'ai enseigné aussi 13 ans à Québec, à l'école hôtelière de la capitale, il y a quelques années de ça. Et puis, je me suis spécialisé avec le temps dans l'hygiène et la salubrité alimentaire parce que ça m'intéressait, puis aussi parce que dans le milieu, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là encore, malgré tout ce qu'on peut penser. Et beaucoup par manque de connaissances ou on fait des erreurs des fois dans ces métiers-là. Donc, moi, j'aide à les corriger dans la mesure de ce que je peux faire. Et puis, donc, j'ai beaucoup d'années d'enseignement en pâtisserie toujours. Donc, je suis dans le sucré depuis très, très longtemps. Et puis maintenant, dans l'hygiène de la salubrité alimentaire, donc sur notre site, on offre les formations manipulateurs, gestionnaires pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qu'on appelle le MAPAC. Donc, nous sommes agréés par le MAPAC pour certifier les gens. Donc, à partir du moment où on commence à penser à ouvrir une entreprise d'alimentation, c'est la première étape, hein, c'est d'aller chercher cette formation gestionnaire si on veut avoir un permis de vente au détail ou de restaurant. Donc, nous offrons ces services et puis nous faisons beaucoup d'inspections, de contrôles préventifs. OK, fait que si, mettons, quelqu'un aurait sa cuisine, vous pouvez venir voir si tout est correct avant qu'il y ait une inspection, dans le fond. Oui, absolument. Okay, on peut le faire en personne ou on peut le faire à distance avec une caméra, des choses comme ça. Donc, ça peut se faire dans tous les sens. Et puis, je le fais aussi dans les entreprises établies, évidemment. On fait ça aussi dans pas mal d'établissements. On travaille pour beaucoup de franchises aussi. Donc, c'est pas mal d'occupations. Et puis, je donne aussi des formations pour les gens qui en ont besoin. J'en fais de moins en moins parce que je cours pas après, mais des formations en chocolaterie, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est plus sur l'hygiène, la salubrité alimentaire. Et puis, j'aide des entreprises à se structurer aussi dans des entreprises professionnelles, des établissements qui ont besoin d'aide pour mettre en place une cuisine aux normes, etc. Donc, ça fait partie des services que j'offre. C'est intéressant parce qu'on a justement souvent des questions à ce niveau-là. Le nom du site web, est-ce que vous pouvez le mentionner? Moi, je vais l'écrire aussi dans la description. Oui, c'est hygiène et salubrité alimentaire.com. Parfait. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un petit tiret entre chaque. Ah, OK. Moi, je vais mettre le lien direct. Oui, c'est ça. Puis sinon, les personnes ont simplement qu'à chercher mon nom, ils vont me trouver sur Google. La première chose qui sort, c'est le site. Donc, en tapant Girol Didier sur Google, ils vont me trouver facilement. Parfait. Donc, tantôt, on a parlé justement de manipulateur, gestionnaire. Ouais. Puis bon, il y en a plusieurs. Avant qu'on commence l'entrevue, on parlait d'entreprise à domicile puis tout ça, parce que souvent, en particulier, les petits entrepreneurs vont commencer à la maison. Puis justement, c'est à quel moment qu'il faut prendre notre permis? Logiquement, la réglementation MAPAC dit qu'on ne peut pas commencer à produire tant qu'on n'a pas de permis. En ce moment, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu plus cool avec ça parce qu'ils ont des délais assez grands en ce moment. Beaucoup travaillent en télétravail et puis ça crée des petits bugs un peu à droite à gauche. Donc, les délais sont un peu plus longs que d'habitude. Mais à la maison, le temps qu'on structure son projet, on a largement le temps de recevoir son permis. J'ai vu passer dans la presse des histoires qui disent qu'il n'y a pas besoin de permis pour
faire de la vente, travailler à la maison, mais c'est pas vrai. Je sais pas d'où ça sort, cette Ah, information-là. dans la presse en plus? Oui, oui. Normalement, il faut, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, où il y a eu une confusion quelque part, mais à partir du moment où on produit de la nourriture, que ce soit chez soi ou ailleurs, on a besoin d'un permis de vente au détail. On ne peut pas vendre de nourriture sans avoir de permis. Puis justement, c'est quoi les prérequis pour avoir le permis? Oh, il n'y a pas de prérequis nécessairement. On demande un permis en fonction de ce qu'on fabrique et puis on va l'obtenir. Évidemment, le lieu de production doit être aux normes du MAPAC, donc tout doit être propre, lavable, etc. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique en dehors de la formation gestionnaire du ministère. Okay, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand les gens font leur formation, il faut qu'ils choisissent gestionnaire pour obtenir le permis. Oui, pour avoir un permis, c'est gestionnaire. Il y a aussi beaucoup de confusion avec ça parce qu'il y a des gens de l'inspection de la ville ou du MAPAC, ils ne donnent pas de précision aux gens quand ils n'ont pas leur attestation de gestionnaire. Ils leur disent qu'il faut suivre votre formation de manipulateur d'aliments. Eux, ils donnent ça d'une façon large. J'en ai plein qui achètent la formation manipulateur puis sont obligés de faire la suite après parce qu'il faut prendre la formation gestionnaire. Toutes les autres formations ne servent à rien dans une demande de permis, à moins d'avoir une garderie à domicile ou des choses comme ça. Donc là, ça va être la formation 3h30, mais c'est uniquement ou des entreprises à but non lucratif qui ne travaillent pas plus de 30 jours consécutifs par an. Puis, donc, c'est vraiment la formation. Vous avez parlé de 3h30 pour manipulateur. La formation de gestionnaire, elle dure combien de temps? La formation de 3h30, c'est pas manipulateur. C'est une formation à part là, qui est sans examen, sans du tout, mais c'est vraiment réservé aux garderies, à domicile, de moins de 9 personnes et des choses comme ça. Après, il y a la formation de manipulateur qui dure 6 heures. Donc, ça, c'est la formation dont on va avoir besoin pour un travail, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui l'imposent à des personnes pour mettre leur CV, doivent mettre leur attestation de manipulateur. Dans tout ce qui est les hôpitaux, les choses comme ça, là, ils l'imposent. Dans les milieux syndiqués aussi, ils l'imposent à peu près partout. Donc, ça, on en a besoin pour… et puis, une fois qu'on a cette attestation, on peut passer à celle de gestionnaire. Ben, nous, on l'offre sur le site. On appelle ça deuxième gestionnaire. C'est-à-dire, c'est la suite. Donc, les gens qui ont déjà une attestation de manipulateur peuvent prendre simplement la suite gestionnaire pour obtenir leur attestation de gestionnaire. Et l'attestation de gestionnaire s'obtient avec il y a 12 heures de formation, examen inclus. Okay. Donc, nous, on offre tout ça en ligne. C'est le même cours que je donnais que je donne en école hôtelière. Je veux dire, je me suis filmé. C'est pas des petits bébels à cliquer à droite à gauche. C'est vraiment un vrai cours comme en classe où je partage de l'expérience, je donne des anecdotes, des choses comme ça. Et puis les gens peuvent l'écouter à leur rythme dans le fond. Oui, n'importe quand, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis après, l'examen se fait en ligne aussi actuellement, puisque on préfère cette option-là, tout se fait à distance. Ouais. Donc, dans le fond, tantôt, on a parlé qu'on pouvait le faire à la maison, mais c'est sûr qu'il faut regarder avec la ville. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problématique. Puis ceux qui nous écoutent sont souvent justement à la maison. Et une des questions qui revenait, c'est est-ce qu'il y a une limite pour la production à domicile? Oui, il n'y a pas on peut préparer de la nourriture de chez soi pour la vente, mais il n'y a pas d'interdiction, mais par le MAPAC, on s'entend, mais il y a des contraintes. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas dépasser 100 kilos de nourriture par mois. Puis le 100 kilos est calculé le produit fini. Mettons, le gâteau, il pèse 3 kilos. C'est ça, exactement. Et puis, donc, c'est une contrainte. La deuxième contrainte aussi à laquelle on ne pense pas toujours, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de revente. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de vendre le produit soi-même, soit en direct avec ses clients qui viennent à la maison, soit par Internet aussi, on peut le faire, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre les deux. Ça veut dire que quelqu'un qui se lance dans une fabrication de biscuits pour mettre ça dans toutes les épiceries du coin, de la maison, il ne peut pas. Il sera obligé de prendre un local ou aménager un local professionnel chez soi. Là. Je veux dire, ça, c'est pareil. Dans le fond, comme moi, mon inspectrice m'avait déjà dit, il ne faut pas que ce soit à la même place que tu manges tes toasts. Voilà, pour pouvoir faire de la revente. Oui, c'est ça, exact. Mais, exactement. Et puis, il suffit que quand on a une maison, si on a une pièce disponible, on l'équipe comme un laboratoire professionnel. Et puis, il n'y a pas de. Faut que tout soit là, dans le fond, le four, le lavabo et tout. Là. Exactement, les hôtes, etc. Là, la contrainte devient municipale. Il y a des municipalités qui l'interdisent directement. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que de le faire ailleurs, mais. Il y a des municipalités, ils ne l'interdisent pas spécialement, mais ils ne vous feront jamais un papier pour vous autoriser à le faire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de nuisance au niveau des odeurs, au niveau des véhicules qui passeraient sans arrêt devant chez vous, prendre toutes les places de stationnement du quartier. Là, il y aurait des plaintes et puis la ville vous interdirait de le faire.
Ah oui, c'est Il ça. faut voir aussi, quand on est locataire, il y en a qui se lancent là-dedans en étant locataire. Le propriétaire peut trouver que vous n'avez pas le droit de le faire, puisque dans un bail de location, l'usage unique pour la vie, là, pas pour faire un commerce. Non, Mais il y c'est a ça. des Puis, faut voir aussi, propriétaires qui vont c'est ça. l'accepter. Puis, il y a aussi les assurances qui rentrent là-dedans et tout ça Il y a les aussi, là. assurances aussi, il faut faire attention avec ça, d'avoir une assurance, parce que si elle fait à la maison, puis qu'il découvre une cuisine professionnelle dans la maison, puis que vous n'avez pas pris une assurance responsabilité civile plus, là, comme on peut dire, là, Mhm. vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Oui. Donc, Puis justement, mettons, ça serait quoi la conséquence de vendre sans avoir de permis? Parce qu'on en voit beaucoup sur Marketplace. Puis moi, je m'amuse souvent à écrire des messages. Avez-vous votre ouais, permis? ouais la conséquence, ça va être de vous obliger à aller en chercher un pour pouvoir continuer vos. En général, ils vont pas verbaliser sur la première fois. Ils donnent toujours une chance quand même Ah, OK. à ce niveau-là. Ils vont dire bon ben allez prendre votre permis là mais d'ici là vous ne pouvez pas continuer vos activités. OK. Fait que Donc c'est toujours pareil. ce sera pas nécessairement une amende tout de suite, t'sais. Non, bah ça dépend de la personne qui vous visite. Hein, c'est toujours pareil. Il y a le facteur humain qui rentre là-dedans, mais en général ils vont donner quand même une chance et ils savent qu'ils n'ont pas affaire à des professionnels, ils donnent une petite chance là. Mais où ça peut être problématique, c'est si on a, c'est comme une assurance. Hein. Tant que la maison brûle pas, tout va bien. Mais c'est la même chose. Si on a un problème d'intoxication alimentaire puis qu'on n'a pas de permis, on va avoir des gros problèmes avec les assurances justement. Donc c'est ça qu'il va falloir faire attention. Moi, je déconseille de faire la moindre fabrication sans avoir de permis. C'est pas prudent de faire ça. C'est pas prudent en cas de pépin, comme on dit. Donc il vaut mieux le faire. Oui, oui. Ça permet de bien dormir aussi la nuit. Ouais, puis c'est un permis, ça coûte pas une fortune. Je veux dire, ça coûte 331 $ si je me souviens bien Ouais, par puis un an. petit peu plus la première année pour Ouais. l'ouverture de dossier, là. Puis Oui, il y a justement, l'ouverture en de parlant de, dossier. c'est ça, puis en parlant de coûts, votre formation, elle coûte combien? La formation gestionnaire coûte 120 $. Tout est compris là, dans l'examen à distance, les taxes et tout. Wow. Donc c'est quand même un prix plus que Sincèrement, je trouve le raisonnable. prix vraiment excellent. Moi, ça m'a coûté Ouais. plus cher que ça, il y a 10 ans. En fait, Oui, plus que oui, 10 oui, ans, oui. là. Ben, les prix ont baissé depuis 10 ans, là, quand même, là, mais quand même, on reste, rapport qualité-prix, je pense qu'on est, sans vantardise, on est dans la tête, dans la tête, là. Non. Puis c'est des cours que j'ai donnés dans certaines écoles hôtelières bien connues qui font que c'est le même cours que je donnais Wow. avant, que je donne maintenant. Là, je veux dire, ça change rien, et puis, mais en même temps, je veux pas non plus solder la formation parce qu'à l'heure actuelle, chaque examen se fait une personne à la fois. Ah, Donc, fait que ça prend quand même beaucoup de temps, là, c'est ça ça. prend du temps. Hein, oui, oui. C'est entre 45 minutes et 1 heure pour une formation Ah, quand même. gestionnaire. Donc, Wow. ce qui fait que. Mais en même temps, moi, ça me donne la possibilité de parler avec mes élèves. Je trouve ça toujours sympathique et puis enrichissant. Chose qu'on ne peut pas faire quand on fait des groupes d'examen, parce que chacun passe son examen et s'en va, on n'a pas le temps de parler, il y a trop de monde. Donc, en individuel, on partage des expériences, les gens en profitent pour me poser une ou deux questions, donc c'est sur leur projet ou autre. Donc, c'est un côté que j'aime bien en même Ah, temps. c'est bien. Ça crée une relation. Ouais. J'ai une autre question à propos d'être à la maison. Après ça a des questions plus générales. Je Ouais. dirais, il y en a qui ont des animaux. Qu'est-ce qu'on Mm. fait quand si on a des animaux? On les fait cuire. Non, on a des animaux, la réglementation dit que pendant que vous produisez pour vos clients, il faut les mettre ailleurs. C'est OK. tout. Donc, commencez pas à tuer le chien parce que vous voulez faire des muffins, là, mais ce que vous faites, vous mettez le chien dans une autre pièce, c'est tout. Puis vous vous organisez pour que la cuisine soit propre, bien sûr, là, mais OK. non, c'est pas. C'est Il pas n'y a pas, dramatique. ouais, y a pas de problème de ce côté-là. OK, c'est bon. Dans le fond, c'est pas plus compliqué. Ils n'ont pas besoin de le mettre à vendre sur Kijiji. Non. À moins que ce soit une excuse pour le faire, mais ça, c'est autre chose. Moi, c'était le contraire. J'avais l'excuse avant de « Oh non, on peut pas avoir d'animaux parce que je fais de la production. » Puis là, depuis que j'en fais plus, ben on a un chien. Ben oui, c'est ça. Il faut compenser toujours quelque part. C'est ça. Puis justement, tantôt, on a parlé d'inspection. Mm. Et quand une inspection... quand un inspecteur vient à la maison, il y en a que ça stresse beaucoup. Ils sont comme « Oh non, ils vont venir dernière minute. Je ne saurais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Ils prennent-tu rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut que comment il faut que je me prépare? » Ça les stresse bien, bien gros. Ouais. Donc, Non, ils préviennent comment pas quand ça ils viennent. fonctionne? En général, ils préviennent pas, mais encore que dans les maisons particulières, ils peuvent avoir tendance à prévenir pour être sûr de trouver quelqu'un.
Ouais. Mais normalement, ils préviennent pas avant de venir. Puis il faut pas se stresser avec les inspections. Moi, je connais bien pas mal de monde dans l'inspection. Je les croise, même des fois, on travaille ensemble dans la même entreprise. On se croise pendant que je fais des inspections moi-même. Et puis, la plupart des personnes qui sont dans l'inspection, il y a toujours des cas particuliers, mais ils viennent pour aider, ils viennent pas pour verbaliser. C'est pas des flics, les inspecteurs du MAPAC, là. Ils pourraient l'être s'ils voulaient, mais c'est pas, ils se sentent pas dans ce rôle-là. Eux, ils viennent pour aider les artisans. Ils ont des connaissances au niveau de la conservation, des manipulations, des choses comme ça. Donc, ils veulent aider les gens. Donc, faut les prendre comme ça. Si vous accueillez un inspecteur ou une inspectrice comme étant une aide, être content de l'avoir parce que justement, j'avais des questions à vous poser, je suis pas sûr de mon coup, là. Ils vont pas vous mettre une amende parce que vous allez demander est-ce que j'ai le droit de faire ça, puis il dit non, non, vous devez pas faire ça. Il va vous dire non, ne le faites pas. C'est tout, il va vous le mettre sur votre rapport, ne pas faire telle chose. Mais c'est avant qu'ils mettent des amendes, là, c'est tout le temps des récidives la plupart du temps, à moins qu'il y ait vraiment de la viande pourrie dans le frigo, là, mais Ouais. sinon, quand on voit des amendes passer, c'est des gens qui ont été déjà prévenus au moins 3 fois. Donc, Ah, c'est quand même pas méchant, je trouve que c'est même un peu trop gentil à mon avis, mais bon, les législations sont faites comme ça, là, et comment je veux dire, donc, il faut les prendre comme ils viennent, comme des aides. Ils viennent vous aider. Quand vous les prenez de cette façon-là, ben, vous allez voir que l'inspection, ça devient un plaisir de les recevoir parce qu'ils viennent vous donner des conseils, vous dire, ben là, ça, vous devriez le faire plutôt comme ça, vous devriez le faire plutôt comme ça. Ils conseillent beaucoup, surtout quand ils ont affaire à des gens, ils voient bien que ce sont des débutants à la maison, ils vont vous conseiller, là, bien sûr. C'est pas. Donc, Ouais, faut puis pas être stressé. Il faut préparer la cuisine, on doit être toujours prêt, normalement, à ouais, une ben c'est ça. inspection, hein. Puis Et il aussi, faut veux travailler. pas, moi, en tout cas, la dernière fois, j'avais eu une inspection. Après ça, l'autre visite, ça l'aurait été dans 3 ans. Vu que j'étais Ouais, à très bas risque, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça. 3 ans. Tout dépend du facteur risque. S'ils voient que tout est en ordre, tout est propre, vous avez des thermomètres dans le frigo, vous avez toutes sortes de choses comme ça là, que l'on doit faire, que vous avez ce qu'il faut comme produit pour laver et désinfecter, des produits professionnels. Normalement, ils ont des tolérances à la maison, mais normalement, on doit utiliser au moins un désinfectant professionnel. Et puis, que vous êtes propre quand ils arrivent, voient que quand vous travaillez dans votre cuisine pour vos clients, vous devez vous mettre un filet, enlever les bijoux et tout, comme dans une cuisine professionnelle. S'ils voient qu'il n'y a pas le chien qui se promène sous la table et le chat qui dort dans un coin de la cuisine, vous n'aurez pas de problème. Et puis là, quand ils voient qu'ils peuvent faire confiance, ils ont autre chose à faire, hein. Il y en a d'autres qu'ils ont besoin de visiter plus régulièrement. Donc, c'est pour ça que quand ils reviennent 3 ans après, c'est parce que tout ce qu'ils ont trouvé sur place était conforme. Mais justement, C'est important de se préparer à la première visite, justement, dans ce sens-là. Tu sais, on a parlé justement de produits à utiliser. Il y en a qui se demandaient, est-ce qu'on peut utiliser du savon à vaisselle régulier, tu sais, du Sunlight normal? Normalement, dans la cuisine professionnelle, on doit utiliser des produits professionnels pour être capable de bien les doser, pour avoir des instructions précises d'utilisation derrière, puisque c'est important de suivre les instructions de. Je vais vous donner le cas de l'eau de Javel, par exemple. L'eau de Javel, c'est interdit en cuisine professionnelle, mais l'eau de Javel, pas l'eau de Javel, en fait. L'eau de Javel qui vient des supermarchés ou des dépanneurs ou des choses comme ça, parce que c'est de l'eau de Javel qui est faite pour comment je veux dire, blanchir du linge. Donc, dedans, il y a un agent blanchissant et un parfum qui ne sont pas de grade alimentaire. Et il y a surtout le fait qu'il n'y a pas d'instructions précises derrière. Il y a des instructions pour blanchir du linge, pas pour assainir une cuisine. Donc, C'est ça, parce qu'il y en a qui demandaient pour l'assainisseur si on pouvait utiliser 5 millilitres d'eau de Javel dans 1 litre d'eau changée à tous les jours. Est-ce que c'est conforme? non, c'est pas conforme parce il va falloir être plus précis que ça. Et puis, changer tous les jours, ça risque d'être trop court avec l'eau de Javel. Mais comment je veux dire, vos auditeurs, ils peuvent aller sur mon site. Donc, vous allez mettre le lien. Il y a juste le blog. Il n'y a pas énormément d'articles, mais ce sont des articles professionnels. Et j'ai un article qui est basé juste sur l'eau de Javel. Ah, OK. Sur l'utilisation avec les dosages, avec les conseils, tout ça, c'est un article assez long et où il y a plein de conseils par rapport à l'eau de Javel. Ça s'appelle Pour clore le débat. Vous voyez, donc ça va dans le sens de l'eau de Javel. Je vais partager le lien direct, en fait, on a un groupe Facebook, je vais partager le lien aussi direct parce que je trouve que c'est un point important, là. Les permis aussi, moi j'ai fait plusieurs articles pendant quelques années avec le magazine HRI, Hôtel, Restaurant, Institution, hein. Et puis j'ai des articles qui sont mis en ligne et il y a beaucoup sur les contaminations. Le blog, je vous dis, il y a peut-être 8 ou 9 articles, mais ce sont des articles professionnels, donc avec les conseils pour des professionnels. OK. Avec les produits professionnels, on est souvent impressionné, on a peur d'être obligé d'en acheter 50 kilos à chaque fois, mais
Vous Ça allez, dure un gros couchon, ça dure quand même longtemps, là. En tout cas, oh oui, pour à la maison, là. avec les professionnels, si vous faites venir une entreprise spécialisée, vous oblige à en prendre 4 d'un coup, donc ça peut devenir. Mais si vous allez dans des établissements qui vendent tous les trucs de bricolage et tout ça, que je ne veux pas citer de marque, mais que l'on connaît, la plupart en vendent maintenant des produits professionnels au détail. Donc, c'est des contenants, vous pouvez acheter les contenants un par un. Ah, bon, Donc, c'est... c'est ça. Puis, Mais enfin, sur le travail à la maison, ils sont un petit peu plus tolérants là-dessus. Si c'est bien propre et tout. Par contre, ce qu'il faut surtout pas utiliser, c'est des trucs comme les agents nettoyants avec du sable dedans. C'est dans le genre Vim ou des choses comme ça. Là, OK. il faut Puis, pas utiliser. puis justement, il y en a qui demandaient, est-ce qu'on peut utiliser des linges à vaisselle pour essuyer un item qui vient d'être lavé ou sans attendre de le faire sécher parce que, bon, dans la formation, c'est loin dans ma tête, mais ils disent de laisser sécher la vaisselle plutôt que les essuyer, je sais pas. Oui, c'est la meilleure méthode, mais c'est pas la seule. Si on a besoin tout de suite, on peut l'essuyer avec du papier jetable ou avec un linge-vaisselle, mais à condition qu'il soit propre, c'est tout. Quand vous avez un contrôle, si vous avez les linge-vaisselle, ils s'attendent à ce qu'il soit propre parce que c'est censé essuyer la vaisselle propre. Et pour s'essuyer les mains, quand on se lave les mains, est-ce qu'on fait justement des papiers jetables? Papier, oui. Oui, seulement du papier. Et il faut que ce soit des installations fixes normalement. Il ne faut pas que le rouleau de papier se promène partout dans la cuisine parce qu'il va se contaminer. Donc, ça doit être... À la maison, ça peut être sur genre une petite barre, là, comme on voit, là, on pose le rouleau là-dedans. Dans une cuisine professionnelle, il faut que ce soit fixe au mur. La même chose pour le savon à main. OK. Tantôt, on a parlé de permis, bon, pour la maison. Il y en a qui se demandent aussi... tantôt, on a parlé de visite, puis il y a un petit point que je veux ramener, c'est si on a raté la visite de l'inspecteur ou s'il y a plein de trucs de non-conformes, est-ce qu'on peut arranger le tout, puis il repasse, puis il refait son rapport? Oui, absolument. Oui. De toute façon, ils vont vous faire un rapport en mettant les manquements, les choses qui vont pas bien et tout ça, ils vont le marquer dessus. Si c'est des choses très urgentes, ils vont vous dire on repasse dans 3 semaines pour vérifier si c'est mis en place. Si c'est des choses simplement qui ne sont pas d'une urgence folle, ils vont dire réglez ça à notre prochaine visite, on vérifiera. Mais non, à moins d'avoir vraiment des malversations épouvantables, là, il y a pas, c'est pas un examen, là, on peut pas échouer, là, c'est un droit d'avoir un permis, mais il faut qu'on respecte les directives, ça c'est évident. Non, c'est ça. Pour retirer le permis du MAPAC, ça arrive, mais il faut vraiment qu'il y ait des trucs graves manquements. Là. Puis les inspections non plus, ils coûtent rien. Il y en a qui se demandaient ça aussi, si l'inspection coûtait quelque chose, mais ça coûte rien une inspection. Non. L'inspection, la seule chose, c'est que s'ils demandent des échantillons, vous êtes obligé de les fournir gratuitement, si c'est pour des fins d'analyse ou des choses comme ça. Mais non, il n'y a pas un coût. Il y a un coût pour les inspections préventives, comme nous on fait, par exemple, des inspections privées. Mais l'inspection du ministère, non, les inspections ça fait partie de. C'est pour ça qu'on paye un permis aussi. Hein, c'est pour ça couvre les frais comme ça. Si quelqu'un a son permis annuel, que tout est en place, mais que cette personne-là déménage. Oui. Il doit signaler son. Il recommence au complet, dans le fond, le processus de demande de permis pour la nouvelle adresse. Est-ce que c'est ça? Oui, il faut qu'il change, il refasse son permis, il le redemande. Souvent, ils vont tenir compte que c'est la même entreprise, donc ils vont faire courir les frais comme avant. C'est rare, je pense pas qu'ils redemandent de payer complètement le permis, mais ça dépend à quelle période. Mais oui, dès qu'on change de lieu de fabrication et de vente, on est tenu d'en informer le ministère pour qu'il puisse l'inspecter, simplement. Et justement, ça me fait parler des cuisines partagées. Oui. Qui sont partagées par plusieurs entrepreneurs alimentaires, les espaces de coworking. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Premièrement, celui qui loue et celui qui est locataire doivent avoir chacun un permis du MAPAC. OK. C'est la première chose. Et puis, l'inspection se fait quand on a un local. Ils vont inspecter le local. Après, les responsabilités, ça va se jouer par rapport aux fabrications qui sont faites, je veux dire. Mais en général, c'est quand même bien déterminé les temps de fabrication. C'est-à-dire, moi, je loue le lundi, mardi. Donc, le lundi, mardi, c'est sous votre responsabilité. Après, c'est la responsabilité de celui qui loue de s'organiser pour que les locaux soient en état de propreté impeccable quand il arrive pour y travailler. Donc, c'est un jeu plus avec celui qui loue les cuisines. Si vous arrivez à chaque fois que la cuisine n'est pas propre, ça, vous allez lui dire, là, écoutez, ça suffit, là, celui qui passe avant moi, il faut qu'il mette ça aux normes du MAPAC. Et en général, ils vont le faire parce que
eux aussi ont une responsabilité. Donc, si les cuisines sont toujours pas propres, là, tôt ou tard, le MAPAC va venir les rencontrer eux. Hein. OK. Euh, Ensuite, on a des questions au niveau encore des permis, mais au niveau des permis pour faire un marché. Bon, il Ouais. n'y en a pas vraiment ces temps-ci, mais il reste que, est-ce qu'il faut des permis pour faire les marchés? Ben, quelqu'un qui, par exemple, travaille à la maison puis qui il fait que les marchés, par exemple, il n'est pas obligé de prendre un permis annuel, il peut prendre des permis, on appelle ça événements spéciaux. Donc, c'est des permis qui coûtent 36 $ par journée, plus 9 $ par journée supplémentaire. Mais le problème, c'est que c'est bien pour quelqu'un qui va faire 4 marchés dans l'été. Parce que dès qu'on commence à atteindre 8 ou 9 marchés, 8 ou 9 journées, là, ça coûte plus cher au final que d'acheter le permis annuel. OK. Mais oui, pour quelqu'un qui veut faire ça juste des marchés, pas vendre à des clients en dehors des marchés, il peut prendre ça. Mais ce n'est pas la solution que je préconise parce que ça devient, à chaque événement, il faut refaire une demande de permis. C'est compliqué. Ouais, Puis comme ça coûte, pour 2 journées, ça vous coûte 45 $. Si vous retournez la semaine d'après, il faut recommencer les 45 $, et etc., etc. Ce qui fait qu'au final, la plus vite fait de prendre un permis. Puis ça vous empêche de vendre à des clients chez vous. Là, vous allez juste sur les marchés. OK. Donc, c'est moins avantageux. Si, Ouais. admettons, bon, on est installé pour être en mesure de vendre à des points de vente, donc on a la cuisine réglementaire pour Ouais. ça, est-ce que le point de vente qui va vendre nos biscuits, par Mm. exemple, eux autres, est-ce qu'ils ont besoin d'un permis? Mettons une boutique cadeau. Ben, normalement, à partir du moment où on commercialise et on vend de la nourriture, on a besoin d'un permis de vente au détail. OK. Maintenant, s'il vend juste des petits sacs de biscuits, il va peut-être pas prendre un permis de vente au détail du ministère, là, mais Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de garder au froid les biscuits, par ouais, exemple. mais même, regardez, les dépanneurs ont besoin d'un permis de vente au détail. C'est pourtant, ils vendent pas de la viande hachée et puis des choses comme ça. Ils font pas de manipulation de l'aliment comme tel, c'est pas eux qui le font, là. C'est pas eux qui le font, mais c'est quand même eux qui le vendent. Donc, mais le seul fait qu'ils vendent des boîtes de conserve, par exemple, il faut qu'ils aient un permis parce que s'il y a une boîte qui est bombée, il faut qu'ils sachent que ça se vend pas. Là. Il y a des contraintes, il faut qu'ils prennent leur formation. Nous, on forme des gens de chez Jean Coutu à droite à gauche qui prennent la formation chez Gestionnaire parce qu'ils ont besoin d'un permis de vente au détail. Et pourtant, ils fabriquent rien eux-mêmes, mais ils le vendent. Donc, c'est la même chose pour les autres. Justement, là, on a parlé de points de vente. Fait qu'est-ce qu'il y en est pour l'étiquetage? Mettons, versus main à main, directement au client, puis versus avoir des revendeurs. Ben, dès que vous passez par des revendeurs, il faut mettre toutes les règles sur l'étiquetage, l'origine, la date de fabrication, la date de péremption, tout ce qu'on doit mettre sur une étiquette. Ça suffit d'aller voir sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est eux qui gèrent ça, qui vont vous dire comment étiqueter les produits. Quand vous vendez directement, vous, à un client, il faut au moins qu'il y ait les ingrédients et les allergènes. Donc, c'est qu'ils soient marqués dessus. C'est pas comme le pâtissier qui vend ses éclairs dans sa vitrine. Là. Il y a quelqu'un pour le renseigner. Il n'est pas obligé de mettre la liste d'ingrédients sur... il est censé être capable de répondre à la question d'un client. Donc, chez soi, on pourrait partir du même principe. Le client est venu me voir, je lui ai vendu un produit, je lui ai dit, attention, il y a telle et telle chose. Donc, là, l'étiquetage, ce sera moins... Je conseille quand même de mettre les ingrédients et puis les allergènes, c'est plus sûr. Mais dès que vous faites de la revente, là, c'est plus un conseil, c'est une obligation. Dès qu'on fait de la revente, tout doit être étiqueté avec des numéros de lot ou des numéros de journée de fabrication pour, au cas de rappel, qu'on puisse tracer les aliments. Et tantôt, quand on a parlé des inspecteurs, une question qui revient souvent, c'est pourquoi quand on appelle ou quand ils viennent, ils nous disent des réponses différentes d'un à l'autre? Ah, ça, c'est les grands mystères de l'administration. Je vous garantis qu'il n'y a pas que le MAPAC qui est comme ça, il y en a dans plein d'endroits. Hein. Ça dépend qui décroche le téléphone. C'est toujours le même problème. Vous savez, c'est le facteur humain. Hein. Dans tous les métiers, il y a des gens qui sont persuadés d'une chose parce que depuis toujours, on leur dit ça, puis quand ils vérifient, ils s'aperçoivent que c'était une connerie au départ. Donc, c'est valable dans tous les milieux, pas plus au MAPAC qu'ailleurs. Hein. Et puis, comment je veux dire, c'est même la même chose dans les entreprises privées. Je veux dire, vous appelez pour un truc, vous tombez sur un qui vous dit un truc, puis le lendemain, on vous dit autre chose. Mais si vous voulez avoir une réponse précise, posez vos questions au MAPAC par courriel plutôt que par téléphone. Ah, OK. Vous envoyez un que vous avez sur le site du MAPAC, vous allez voir leur courriel, parce qu'au courriel, c'est des inspecteurs qui répondent la plupart du temps. Okay. Et ce qui fait que ça va être beaucoup plus solide comme réponse. C'est vraiment, moi, je pense que c'est le meilleur truc. Il faut dire, quand on appelle au débeauté, quelqu'un, il répond à oui, bonjour, posez question, tout le monde ne sait pas tout.
Donc, des fois, que par courriel, ils vont avoir le temps de vérifier s'il y a une chose dont ils ne sont pas tout à fait sûrs. Et puis là, vous allez avoir une réponse beaucoup plus solide, je pense. Puis eux, ça les arrange aussi, c'est plus facile à gérer. OK. Ouais. Là, il me reste juste 2-3 questions. Oui, allez-y. Je pense qu'après ça, on va avoir fait pas mal le tour. Tantôt, on a parlé de bijoux qu'il faut les enlever, il faut Ouais. pas faut mettre le mien. Il faut mettre un filet. Ouais. C'est con parce que un piercing sur la langue, Ouais, il faut l'enlever aussi. faut l'enlever aussi? Oui, oui. Ah! Ça, Ah, je ouais. ne savais pas. Ouais, mais c'est pour une raison très simple, parce que il y a eu des intoxications qui ont été, enfin des gens qui sont tombés malades, ils se sont aperçus qu'il y avait plein comment je veux dire, de bactéries qui se mettaient sur le piercing. Et en particulier staphylocoque. Donc sur le piercing, là où il y a le piercing, il y a beaucoup de staphylocoque. Ce qui fait que si vous toussez, vous éternuez ou autre, vous allez contaminer beaucoup plus avec un piercing que sans piercing. Et donc la législation est claire là-dessus, on l'enlève. Vous savez, sur les bijoux, c'est pareil. Vous pouvez aller voir sur le blog toutes les questions. Les gens qui veulent aller plus loin, allez sur le blog, parce que je parle aussi des bijoux, des piercings, des choses comme ça dans la législation. Et cacher ces bijoux que je ne saurais voir, je pense que j'ai appelé mon article, un truc comme ça. Et puis, ça explique pourquoi on doit enlever ces bijoux. C'est pas parce qu'ils doivent tomber dans la nourriture, là, c'est le risque secondaire, ça. Le risque principal, c'est que ça fait comme la porte des toilettes, on contamine le bijou. Le bijou, lui, n'a pas de système dessus de défense qui détruit les bactéries pathogènes, donc elle se multiplie aisément là-dessus. Et tout le monde le comprend avec les portes, avec les poignées de porte des toilettes, les téléphones cellulaires et tout, mais on ne veut pas comprendre que les bijoux, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on doit les enlever. Ouais. Les seuls bijoux qu'on peut garder, c'est ceux qui ne sont pas apparents, donc sous la veste, et puis le bracelet médic-alerte quand on a des problèmes de santé. Ouais. Puis là, ça me pensait bactéries, puis tout ça. Là, quand on est un entrepreneur à la maison, puis qu'on a un membre de notre famille qui est malade, nous autres, on n'est pas malade, qu'est-ce qui se passe? Vous l'isolez, hein, vous lui mettez un masque, une cagoule, tout ce qu'il faut, puis vous l'enfermez dans la cave, comme on peut le faire avec n'importe quoi. Là, s'il est isolé du moment... mais ça dépend le type de maladie. Hein. S'il a attrapé la tuberculose, il vaut mieux arrêter les fabrications. Non, mais c'est ça, mettons, ça, c'était une question qu'on avait mis avant la COVID. C'était, mettons, un enfant a la gastro. Ouais. Logiquement, si on veut y aller dans la santé du client, on ne devrait pas fabriquer ce jour-là. Il faut attendre 2-3 jours que les symptômes soient partis, bien désinfecter ensuite les plans de travail, tout ça. Mais si l'enfant n'entre pas à la cuisine, normalement, il n'y a pas trop de problème. Regardez... en cuisine, si votre enfant a la gastro, c'est pas pour ça que vous allez plus travailler. Là, je veux dire, c'est un peu le même principe. Okay. Il faut pas que l'enfant il se promène dans la cuisine pendant que vous fabriquez. Il faut réserver des plages de travail. Donc, vous ne devez pas fabriquer de la nourriture pour vos clients, de la nourriture pour vous en même temps dans la cuisine. Donc, si vous dites, moi, je travaille le lundi, le jeudi, ben, lundi, le jeudi, la cuisine, elle est pour vous, pour les clients. Donc, personne d'autre vient bricoler là-dedans. C'est comme ça qu'on doit faire pour la règle de sécurité maximum. Donc, ça fait comme le chien, finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, ça, j'ai encore un peu de temps. C'est exactement. Dans le fond, on a quand même fait, je pense, pas mal tout le tour. Je sais pas s'il y aurait quelque chose de plus à rajouter. Dans ce que vous aviez. Ah oui, il y en avait il y avait une question que j'ai pas mentionnée. C'est si on fait juste des cours de gâteaux, qu'on fait pas de production, qu'on ne vend pas à quelqu'un des gâteaux, mais qu'on fait des cours de gâteaux puis que les gens repartent avec leurs gâteaux après. Est-ce qu'il faut un cours? Non. Est-ce qu'il faut un permis MAPAC, excuse? Le permis, non, je pense pas. C'est plus le même contexte quand vous donnez des cours. Donc, ça veut dire que les gens... C'est un peu comme si vous faites chef à domicile. C'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un permis du MAPAC. Quelqu'un qui va chez les gens pour faire à manger, par exemple, il a besoin de son attestation de gestionnaire, mais il n'a pas besoin d'un permis du MAPAC. Okay. C'est pas de la vente comme... C'est pas la même chose. Fait que dans le fond, si on prend le même service, si on prend le même service que chef à domicile, dans le fond, la personne, il faudrait qu'elle ait son cours gestionnaire, mais elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir le permis. Ouais. Okay. Non. Parce que c'est pas vraiment de la vente au détail ni de la restauration. C'est un cours dans un contexte de formation. C'est pas la même chose. Ah, ok, c'est intéressant à savoir. Fait que je pense j'ai pas mal tout fait. Je regarde s'il y a des choses. Ouais, j'ai les ai cachées au fur et à mesure les questions, mais je pense qu'il y a pas mal fait le tour. Des fois, il y a peut-être un petit quelque chose, peut-être en lien avec vos formations, que vous voulez rajouter. Non, on a fait à peu près le tour. Je vous dis, je conseille à
à vos auditeurs d'aller voir le blog, Ouais, parce ça, que je sur le le sais. blog, il y a beaucoup de réponses à toutes ces questions-là, y compris sur les permis, y compris sur tout ça. Tout est expliqué. Et puis, c'est ça. Puis sinon, sur la formation, et il suffit qu'ils achètent la formation, tout se fait automatiquement. Dès qu'ils achètent la formation, ça libère l'accès aux vidéos. Puis on suit les vidéos, il y a un quiz qui prépare à l'examen. Et puis après, il suffit de prendre rendez-vous pour l'examen par webcam qui se fait par Zoom ou par Facebook ou par des choses comme ça différentes. Fait que dans le fond, les gens peuvent l'acheter à 2 heures du matin, commencer tout de suite, puis il n'y a pas Oh, de problème. n'importe quand. Bon, et puis ils peuvent y aller par petits bouts, ils peuvent faire ça. Il y a 90 jours pour passer l'examen après l'inscription sur le site, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Et ça peut se faire par petits morceaux, 30 minutes ici, 20 minutes là, ou faire tout d'un coup, ça dépend si on a besoin de son attestation rapidement ou pas. Puis, une des questions qu'on m'a demandé dernièrement, c'est Ouais. si, mettons, quelqu'un fait de la formation gestionnaire, est-ce qu'il faut qu'il demande ton permis tout de suite après? Ou il peut apprendre, tu sais, il peut, mettons, commencer les bases de son entreprise, dans le fond, il prépare qu'est-ce qu'il... Tant qu'il n'y a pas de Ben, vente. c'est ça, tu sais, dans le fond, la personne prépare ses bases de son entreprise, puis tout ça, puis quand elle est prête, là, elle va aller chercher son permis, là. Oh, oui, c'est dès qu'il ouvre son entreprise qu'il a besoin d'un permis, mais faut faire attention, les délais sont assez longs. Donc, il vaut mieux de toute façon, on ne peut pas faire la demande de permis sans avoir le numéro d'attestation de gestionnaire, parce que ça va être incomplet, ils vont vous le renvoyer. Donc, il suffit de faire son attestation gestionnaire, faire sa demande de permis, à moins qu'on soit pas sûr de quand est-ce qu'on va ouvrir ou autre chose, là, mais on peut très bien mettre une date d'ouverture. On n'est pas obligé de mettre la date d'ouverture du jour où on fait la demande de permis. On peut mettre une date ultérieure, donc il n'y a pas de problème. Okay. Et puis, mais c'est plus prudent de faire la demande à l'avance. C'est entre 4 à 6 semaines en ce moment, les délais, voire des fois un peu plus longs. Et, donc, ça dépend ce qu'on veut faire. Je regarde dans ce qu'on avait regardé ensemble, mais je pense que oui, on a fait pas mal le tour. Oui, je pense que... Pas mal le tour. Puis, les gens qui vont sur mon site peuvent toujours me poser une question s'ils ont besoin. Il ne faut pas confondre une question avec une consultation. Non, hein, il y a évidemment. ça aussi. Faut tracer la limite. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez mentionné, que vous pouvez venir faire des inspections privées, faire des consultations pour dire non, ça, tu devrais changer ça un peu. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais, puis ça peut, comme je disais, ça peut se faire en personne ou par webcam. Là, maintenant, c'est avec cette technologie-là. Moi, je fais des inspections par webcam aussi dans des établissements. Donc, on monte toute la cuisine, tous les points de détail, puis j'analyse au fur et à mesure, et puis je fais un rapport après. Donc, c'est génial. Oui, il y en a qui filment leur cuisine comme il faut, puis ils m'envoient ça avec un lien pour voir tout ce qu'ils ont filmé, puis je vais faire comme si je visitais la cuisine, mais à distance. Ah, c'est génial. Donc, ça peut se faire dans tous les sens. Super. Voilà. Bon, ben, je vous en remercie beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Puis, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont être intéressés à aller prendre ensuite la formation. Moi, je trouve ça génial que ça se fait en ligne, même l'examen, c'est génial. Oui, c'est un côté pratique et que nous, on n'a pas attendu le COVID pour faire ça. Ça fait longtemps, puisqu'on forme des gens partout à travers le Québec. Donc, ça fait longtemps qu'on fait les examens en ligne et ça se passe vraiment très, très bien. Même pour ceux qui ont peur parce que moi, je suis plutôt visuel, là, faut pas qu'ils s'inquiètent. Là, ça se passe très, très bien, l'examen. J'ai la méthode pour le faire, là, c'est infaillible. Super. Excellent. Parfait. Donc, ceux qui ont écouté, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Je vais en parler dans le groupe, ceux qui accompagnent aussi, pour pouvoir vous référer comme il faut au site. Donc, merci. Donc, sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.